Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Alors, on est toujours avec George Sand, Histoire de ma vie, de l'enfance à la jeunesse. On est dans le chapitre 6 et je vous souhaite une très bonne écoute, bon livre audio. Nous occupions alors un très joli appartement rue Thiroux, numéro 8. C'était un entresol assez élevé pour un entresol, et vaste pour un appartement de Paris. Il y avait, comme dans la rue des Mathurins, un beau salon où l'on n'entrait jamais. La salle à manger donnait sur la rue. Mon piano était entre les deux fenêtres, mais le bruit des voitures, les cris de Paris, bien plus fréquents et plus variés à cette époque qu'ils ne le sont aujourd'hui, les orgues de barbarie et le passage des visiteurs me dérangeaient tellement que je n'étudiais avec aucun plaisir et seulement pour l'acquit de ma conscience. La chambre à coucher, qui était réellement le salon de ma grand-mère, donnait sur une cour terminée par un jardin et un grand pavillon dans le goût de l'Empire, où demeurait, je crois, un ex-fournisseur des armées. Il nous permettait d'aller courir dans son jardin, qui n'était en réalité qu'un fond de cour planté et sablé, mais où nous trouvions moyen de faire bien du chemin. Au-dessus de nous demeurait Madame Perrier, fort jolie et pimpante personne, belle-sœur de Casimir Perrier. Au second, c'était le général Maison, soldat parvenu, dont la fortune était récemment respectable, mais qui a été un des premiers à abandonner l'empereur en 1814. Nous avons occupé cet appartement de la rue Thiroux jusqu'en 1816. En 1832 ou 33, cherchant à me loger, j'ai aperçu un écriteau sur la porte et je suis entré, espérant que c'était le logement de ma grand-mère qui se trouvait vacant. Mais c'était le pavillon du fond, et on en demandait, je crois, 1800 francs, prix beaucoup trop élevé pour mes ressources à cette époque. Je me suis pourtant donné le plaisir d'examiner ce pavillon, afin de parcourir la cour plantée où rien n'était changé, et de voir en face les croisées de la chambre de ma bonne maman, d'où elle me faisait signe de rentrer lorsque je m'oubliais dans le jardin. J'ai, du moins, encore une partie des meubles qui me retracent mon enfance, et même le grand tapis qui nous amusait tant, Pauline et moi. C'est un tapis Louis XV, avec des ornements qui tous avaient un nom et un sens pour nous. Tel rond était une île, telle partie du fond, un bras de mer à traverser. Une certaine rosace à flamme pourpre était l'enfer, de certaines guirlandes était le paradis, et une grande bordure représentant des ananas était la forêt Hercynia. Que de voyages fantastiques, périlleux ou agréables nous avons fait sur ce vieux tapis avec nos petits pieds. La vie des enfants est un miroir magique, où les objets réels deviennent les riantes images de leurs rêves. Mais un jour arrive où le talisman perd sa vertu, ou bien la glace se brise et les éclats sont dispersés pour ne jamais se réunir. Tel fut pour moi l'éparpillement de toutes les personnes et de presque toutes les choses qui remplirent ma vie de Paris jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans. Ma grand-mère et tous ses vieux amis des deux sexes moururent un à un. Mes relations changèrent. Je fus oublié, et j'oubliais moi-même une grande partie des êtres que j'avais vus tous les jours pendant si longtemps. J'entrais dans une nouvelle phase de ma vie, qu'on me pardonne donc de trop m'arrêter dans celle qui a disparu pour moi tout entière. Je voyais de temps en temps les neveux de mon père, et la nombreuse famille qui se rattachait à l'aîné surtout, René, celui qui habitait le joli petit hôtel de la rue de Grammont. Je n'ai encore rien dit de ces enfants, afin de ne pas embrouiller mon lecteur dans cette complication de génération, et, au reste, je n'ai rien à dire de son fils Septime, que j'ai peu connu, et qui ne m'était point sympathique. Le rêve de ma grand-mère était de me marier avec lui, ou avec son cousin Léonce, fils d'Auguste, mais je n'étais pas un parti assez riche pour eux, et je crois que ni eux ni leurs parents n'y songèrent jamais. Les propos des bonnes me mirent de bonne heure, malgré moi, au courant de cette rêverie de ma bonne grand-mère, et c'est une grande sottise de tourmenter les enfants par ces idées de mariage. Je m'en préoccupais longtemps avant l'âge où il eût été nécessaire d'y songer, et cela produisit en moi une grande inquiétude d'esprit. Léonce me plaisait comme un enfant peut plaire à un autre enfant. Il était gai, vif et obligeant. Septime était froid et taciturne. Du moins, il me semblait tel, parce que je me croyais destiné à lui plus particulièrement, ma grand-mère ayant plus d'amitié pour son père que pour celui de Léonce.
Mais que ce fût Léonce ou Septime, j'avais une grande terreur de l'une ou de l'autre union, parce que, depuis la mort de mon père, leurs parents ne voyaient point ma mère et la maltraitaient beaucoup dans leur opinion. Je pensais donc que mon mariage serait le signal d'une rupture forcée avec ma mère, ma sœur et ma chère Clotilde, et j'étais dès lors si soumise de fait à ma grand-mère que l'idée de résister à sa volonté ne se présentait pas encore à mon esprit. J'étais donc toujours assez mal à l'aise avec tous les Villeneuve, quoique d'ailleurs je les aimasse beaucoup, et quelquefois, en jouant chez eux avec leurs enfants, il me venait des envies de pleurer au milieu de mes rires. Appréhension chimérique, souffrance gratuite. Personne ne pensait alors à me séparer de ma mère, et ses enfants, plus heureux que moi, ne songeaient guère à enchaîner leur liberté ou la mienne dans l'avenir. Nous revînmes à Nohant avec le printemps de 1812. Ma mère vint passer une partie de l'été avec nous, et Ursule, qui retournait tous les hivers chez ses parents, me fut rendue à ma grande joie et à la sienne aussi. Outre l'affection qu'Ursule avait pour moi, elle adorait Nohant. Elle était plus sensible que moi au bien-être, et elle jouissait plus que moi de la liberté puisque, sauf quelques leçons de couture et de calcul que lui donnait sa tante Julie, elle était livrée à une complète indépendance. Je dois dire qu'elle n'en abusait pas, et que par caractère, elle était laborieuse. Ma mère lui apprenait à lire et à écrire, et tandis que je prenais mes autres leçons avec Deschartres, ou avec ma bonne maman, bien loin de songer à aller courir, elle restait auprès de ma mère, qu'elle adorait, et qu'elle entourait des plus tendres soins. Elle savait se rendre utile, et ma mère regrettait de n'avoir pas le moyen de l'emmener à Paris pendant l'hiver. Ce maudit hiver était le désespoir de ma pauvre Ursule. Toute différente de moi en ceci, elle se croyait exilée quand elle retournait dans sa famille. Ce n'est pas que ses parents fussent dans la misère. Son père était chapelier et gagnait assez d'argent, surtout dans les foires, où il allait vendre des chapeaux, à pleine charretée aux paysans. Sa femme, pour aider à son débit, tenait ramée dans ses foires, mais ils avaient beaucoup d'enfants, et de la gêne par conséquent. Cet été de 1812 fut donc encore sans nuages. Tous les dimanches, les 3 sœurs d'Ursule venaient passer la journée avec nous. L'aînée, qu'on appelait de son nom de famille féminisé, selon la coutume du pays, était une belle personne, d'une bonté angélique et à laquelle j'ai conservé une grande sympathie de cœur. Elle nous chantait des rondes, nous enseignait le cob, la marelle, les évalines, le traîne-balin, l'aveuglat, enfin, tous les jeux du Berry dont le nom est aussi ancien que l'usage, et qu'on ne retrouverait même pas tous dans l'immense nomenclature des jeux d'enfants rapportés dans le Gargantua. Au milieu de nos jeux et de nos songes dorés, les nouvelles de Russie vinrent, à l'automne, jeter des notes lugubres et faire passer sous nos yeux hallucinés des images effrayantes et douloureuses. Nous commencions à écouter la lecture des journaux, et l'incendie de Moscou me frappa comme un grand acte de patriotisme. Je ne sais pas aujourd'hui s'il faut juger ainsi cette catastrophe. La manière dont les Russes nous faisaient la guerre est, à coup sûr, quelque chose d'inhumain et de farouche, qui ne peut pas avoir d'analogue chez les nations libres. Dévaster ses propres champs, brûler ses maisons, affamer de vastes contrées pour livrer au froid et à la fin une armée d'invasion serait héroïque de la part d'une population qui agirait ainsi de son propre mouvement. Mais le tsar russe, qui ose dire, comme Louis XIV, « L'État, c'est moi », ne consultait pas les populations esclaves de la Russie. Il les arrachait de leur demeure, il dévastait leurs terres, il les faisait chasser devant ses armées comme de misérables troupeaux, sans les consulter, sans s'inquiéter de leur laisser un asile. Et ces malheureux eussent été infiniment moins opprimés, moins ruinés et moins désespérés par notre armée victorieuse qu'ils ne le furent par leur propre armée, obéissant aux ordres sauvages d'une autorité sans merci, sans entrailles, sans notion aucune du droit humain. En supposant que Rostopchine eût pris conseil avant de brûler Moscou de quelques riches et puissantes familles, la population de cette vaste cité n'en eut pas moins l'obligation de subir le sacrifice de ses maisons et de ses biens, et il est permis de douter qu'elle y eût consenti unanimement, si elle eût pu être consultée, si elle eût eu des réclamations à faire entendre, des droits à faire valoir. La guerre de Russie,
C'est le navire battu de l'orage qui jette à l'eau sa cargaison pour alléger son lest. Le tsar, c'est le capitaine. Les ballots qu'on submerge, c'est le peuple. Le navire qu'on sauve, c'est la politique du souverain. Si jamais autorité a méprisé profondément et compté pour rien la vie et la propriété des hommes, c'est dans les monarchies absolues qu'il faut aller chercher l'idéal d'un pareil système. Mais l'autorité de Napoléon recommença, dès ce moment de nos désastres en Russie, à représenter l'individualité, l'indépendance et la dignité de la France. Ceux qui en jugèrent autrement pendant la lutte de nos armées avec la coalition tombèrent dans une erreur fatale. Les uns, ceux qui se préparaient à trahir, commirent sciemment ce mensonge envers la conscience publique. D'autres, les pères du libéralisme naissant, y tombèrent probablement de bonne foi. Mais l'histoire commence à faire justice de leur rôle en cette affaire. Ce n'était pas le moment de s'aviser des empiètements de l'empereur sur nos libertés politiques, lorsque le premier représentant de notre libéralisme allait être le russe Alexandre. J'avais donc 8 ans, quand j'entendis débattre pour la première fois ce redoutable problème de l'avenir de la France. Jusque-là, je regardais ma nation comme invincible, et le trône impérial comme celui de Dieu même. On suçait avec le lait, à cette époque, l'orgueil de la victoire. La chimère de la noblesse s'était agrandie, communiquée à toutes les classes. N'être français, c'était une illustration, un titre. L'aigle était le blason de la nation tout entière. Les enfants s'impressionnent à leur manière des faits généraux et des malheurs publics. On ne parlait d'autre chose autour de nous que de la campagne de Russie, et pour nous c'était quelque chose d'immense et de fabuleux, comme les expéditions d'Alexandre dans l'Inde. Ce qui nous frappa extrêmement, c'est que pendant 15 jours, si je ne me trompe, on fut sans nouvelles de l'empereur et de l'armée. Qu'une masse de 300 000 hommes, que Napoléon, l'homme qui remplissait l'univers de son nom et l'Europe de sa présence, eussent ainsi disparu comme un pèlerin que la neige engloutit et dont on ne retrouve pas même le cadavre, c'était pour moi un fait incompréhensible. J'avais des rêves bizarres, des élans d'imagination qui me donnaient la fièvre et remplissaient mon sommeil de fantômes. Ce fut alors qu'une singulière fantaisie qui m'est restée longtemps après, commença à s'emparer de mon cerveau excité par les récits et les commentaires qui frappaient mes oreilles. Je me figurais, à un certain moment de ma rêverie, que j'avais des ailes, que je franchissais l'espace et que, ma vue plongeant sur les abîmes de l'horizon, je découvrais les vastes neiges, les steppes sans fin de la Russie blanche. Je planais, je m'orientais dans les airs, je découvrais enfin les colonnes errantes de nos malheureuses légions, je les guidais vers la France. Je leur montrais le chemin, car ce qui me tourmentait le plus, c'était de me figurer qu'elles ne savaient où elles étaient, et qu'elles s'en allaient vers l'Asie, s'enfonçant de plus en plus dans les déserts, en tournant le dos à l'Occident. Quand je revenais à moi-même, je me sentais fatigué et brisé par le long vol que j'avais fourni. Mes yeux étaient éblouis par la neige que j'avais regardée, j'avais froid, j'avais faim. Mais j'éprouvais une grande joie d'avoir sauvé l'armée française et son empereur. Enfin, vers le 25 décembre, nous apprîmes que Napoléon était à Paris. Mais son armée est restée derrière lui, engagée encore pour 2 mois dans une retraite horrible, désastreuse. On ne sut officiellement les souffrances et les malheurs de cette retraite qu'assez longtemps après. L'empereur à Paris, on croyait tout sauvé, tout réparé. Les bulletins de la Grande Armée et les journaux ne disaient qu'une partie de la vérité. Ce fut par les lettres particulières, par les récits de ceux qui échappèrent au désastre, qu'on put se faire une idée de ce qui s'était passé. Il m'est impossible de me rappeler si nous allâmes à Paris dans l'hiver de 1812 à 1813. Cette partie de mon existence est tout à fait sortie de ma mémoire. Je ne saurais dire non plus si ma mère vint à Nohant dans l'été de 1813. Il est probable que oui, car dans le cas contraire, j'aurais eu du chagrin, et je me souviendrai. Le calme s'était rétabli dans ma tête à l'endroit de la politique. L'empereur était reparti de Paris, la guerre avait recommencé en avril. Cet état de guerre extérieure était alors comme un état normal, et on ne s'inquiétait que lorsque Napoléon n'agissait pas d'une manière ostensible.
On l'avait dit abattu et découragé après son retour de Moscou. Le découragement d'un seul homme, c'était encore le seul malheur public qu'on voulut admettre et qu'on osa prévoir. Dans le mois de mai, les victoires de Lützen, Dresde et de Bautzen relevèrent les esprits. L'armistice dont on parlait me parut la sanction de la victoire. Je ne pensais plus à avoir des ailes et à voler au secours de nos légions. Je repris mon existence de jeu, de promenade et d'études faciles. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!